Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Point 7 qui vous parvient tous les vendredis. Aujourd'hui, Point 7 s'est déplacé des murs de Glody Bay, des murs du CIVRA, des murs du studio de Diaspora FM pour se porter dans l'enceinte, notamment du centre Guy Riobé. Nous sommes à Parakou et là, je reçois sur cette émission spéciale, puisque c'est une émission qui sort quand même des studios. On n'en a pas l'habitude aujourd'hui. C'est le tout premier numéro qui s'exporte donc ainsi vers Parakou. Romuald Vissot, bonjour. Bonjour, Peggy. Vous êtes journaliste, analyste politique. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Ulvaeus Balogun est avec nous aussi. Bonjour. Bonjour, Peggy. Alors, comment vous allez? Ça va très bien, un plaisir d'être avec vous. Le nôtre est assez grand et j'imagine celui des auditeurs. Ah oui. Puisque vous êtes avec nous, vous êtes analyste politique, vous officiez dans quel organe? Je suis à l'ORTD, précisément sur Bénin Business 24, la deuxième chaîne du service public. BB24. Oui. Merci vraiment d'être avec nous. Alors, cette semaine, vous avez vu un peu, comment dirais-je, l'actualité politique a encore occupé le haut du pavé, parlant toujours des élections législatives. On a maintenant la liste des participants, en tout cas les dossiers des différents partis qui sont retenus, qui sont connus aujourd'hui. On peut dire qu'on a les démocrates, parti de l'opposition, la vraie opposition selon certains, et d'autres encore qui doutent de la chose, vous savez, on est au Bénin. Ensuite, nous avons l'Union progressiste Le Renouveau, nous avons le Bloc républicain, nous avons le MPL, Mouvement populaire de libération, nous avons l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, nous avons Moed Bénin et, enfin, nous avons les FCBE, les Forces Corées pour un Bénin émergent. Si je vous demande très rapidement, Romuald Vissot, d'analyser ces différentes forces désormais en présence, on peut le dire, pour ces législatives-là. Et vous savez, on a 7 partis en lice. Sur les 7, on dira de façon, je dirais, beaucoup plus, si on prend du recul pour analyser avec beaucoup plus de sérieux, qu'on a 6 contre 1. Pratiquement 6 partis, les 2 partis de la mouvance, avec les partis satellites tout autour, et le véritable parti de l'opposition, celui qui se réclame de l'opposition, même si on ne reconnaît pas FCBE dans certains milieux comme parti de l'opposition, quoique le chef de file de l'opposition soit de FCBE. Bon, donc on va dire on a 6 contre 1. 6 contre 1, mais est-ce que le 1 pourra faire qu'est-ce vraiment... qui vous permet de nous le dire comme ça? Je m'assure, on connaît que, sur les rumeurs, les propos que... On sait que MPL, c'est quand même de l'opposition. Mais je pense que Ripoint Bénin émergent, c'est de l'opposition. Donnez-moi une date. D'où sort cette alchimie? Donnez-moi une date posée par MPL en tant que parti d'opposition au Bénin. MPL, c'est quand même toujours porté contre, comment dire... je n'ai jamais vu une analyse critique de MPL. Oui, mais c'est des gens qui sortent, qui font quand même des actions, qui ont préféré aller dans la sensibilisation, la plupart du temps. Bon, on a tout le temps de constater qu'ils sont opposants ou pas. C'est vrai, ils se sont déclarés opposants, mais moi, je n'ai jamais vu un acte posé par MPL comme un parti d'opposition qui est, je dirais pas un critique qui est, un parti qui est vraiment critique et accepte. C'est pas ça que je veux nécessairement, mais je n'ai pas encore lu des actes, des actions, des propos qui sortent les Béninois de leur gond pour leur montrer que on a un parti qui est derrière nous, qui nous soutient, parce que... Mais on a toujours vu Expérience Tébé, le président, quand même, sur les réseaux sociaux, prendre langue et discuter, intervenir sur un certain nombre de sujets au plan national. On se donne rendez-vous le 8 janvier avec MPL pour voir si c'est vraiment un parti d'opposition. Alors, contrairement à Romuald Vissot, moi je pense plutôt qu'on a 4 contre 3. 4 de la majorité présidentielle, le Bloc républicain, l'Union progressiste Le Renouveau, l'UDBN et Moed Bénin, contre les FCBE,
MPL ainsi que les démocrates. Si vous permettez de le dire, surtout nous focalisons sur le point MPL, par exemple. Oui, le point, on sait que votre vis-à-vis dit que oui, MPL est un parti de l'opposition. Des actes contre le pouvoir. Non, contrairement à Romuald Vissot, moi j'ai vu le MPL s'afficher clairement et donner son point de vue sur la gestion du pays. Contrairement, je dirais, moi, aux démocrates, ce qui me semble un peu amorphe. Parce que les démocrates, je pense qu'il y a beaucoup plus d'attentes sur les démocrates que sur les autres partis. Et c'est ça qui me fait craindre que les démocrates, risquent de passer à côté. Parce que beaucoup les attendent, mais eux, ils ne sont pas aussi expressifs que, par exemple, MPL. MPL, on les a tout le temps entendus, on les a vus sur les réseaux sociaux. Ils s'expriment dès qu'il y a une situation, ils vont même jusqu'auprès des populations discuter. Mais les démocrates, par contre, j'ai l'impression qu'ils restent dans leur bureau, à leur siège, pour se prononcer. Ils font des discours pour une certaine élite, alors que on sait que dans notre pays également, ceux qui votent le plus, ce sont les populations à la base qui ne comprennent pas forcément le langage de cette élite-là que les démocrates ont tendance à Vous êtes sûr que les démocrates ne sortent pas, ne parlent pas? Non, pas vraiment. En tout cas, quand je compare les démocrates au MPL, je pense que le MPL est beaucoup plus présent sur le terrain que les démocrates. Maintenant, il faut pas occulter également la présence des FCBE. À l'heure actuelle, je pense que c'est le parti dont le chef de file est encore dont le président est le secrétaire exécutif national est le chef de file de l'opposition. Donc, si on doit parler d'une opposition officielle encore, ce sont les FCBE. Parce que moi, je marche sur les propos que nous colportons ça et là, parce que le débat est allé même un peu loin avec les médias internationaux où on conteste certaines oppositions, enfin un titre de l'opposition au FCBE, parce que leur jeu n'est pas clair, personne ne comprend comment ça fonctionne. Un chef de file de l'opposition qui est tout le temps se taire, ils en sont mis dans ses murs, dans les buts dans ses bureaux, on n'entend presque pas. Depuis qu'on parle de la rénovation des salaires de fonctionnaires, est-ce qu'on a entendu parler de Paul Rompé? Paul Rompé a opiné sur cette question depuis combien de mois on en parle? Depuis le début de l'année. Tébé était intervenu sur la rénovation des salaires depuis là. Donc l'opposition c'est ça. L'opposition c'est le parti ou bien le mouvement qui vient pour défendre, comme un syndicat, la population, qui vient défendre la masse. Le gouvernement dans son rôle. On n'a pas non plus entendu les démocrates sur la question, ou bien je n'ai pas fait attention. Je crois bien qu'ils sont intervenus plutôt que je suis bien sûr. On a écouté Éric Mouleté, qui a fustigé le comportement du gouvernement à maintes reprises en disant que c'est la ruse. Parce que, on a vu en Côte d'Ivoire comment on a revisé les salaires sans tapage. On a vu au Togo à côté. Et Eric avait déjà annoncé que c'est pas évident qu'il y ait une révélation de sitôt. Et nous sommes à la fin du mois de novembre. Est-ce que les salaires qui tombent, on a vu un franc tomber sur le salaire d'un fonctionnaire? Donc ça va venir. Wilfried Lanfondredi a intervenu, pour dire que je n'ai que, je l'ai reporté qu'aux dates ultérieures parce que il y a des actes préparatoires qui continuent toujours d'être pris. Ça c'est la réaction normale du gouvernement. Je n'ai rien contre. Mais quand on est dans l'opposition, on doit pouvoir opiner, on doit pouvoir dire des choses qui ressemblent à la population, qui ressemblent aux citoyens. Que recherche la population. Que recherche vraiment, parce que en réalité, comme si on n'a pas de l'argent tout de suite tombé, une manne qui tombe de la caisse du gouvernement et qui vient directement dans la poche plutôt d'un fonctionnaire, et qu'il y a des propos qui viennent ragaillardir, donc des gens qui viennent soutenir moralement, quoi que l'on dise, un fonctionnaire qui n'a pas encore eu une augmentation, ça fait du bien au moral. Mais si on est dans l'opposition et on se terre, on se mure dans un silence qu'on ne s'explique pas, je dis ces opposants sont des opposants fantoches. Vous êtes d'accord avec Romuald Vissot, Ulvaeus Balogun? Non, je pense qu'il y a beaucoup de partis d'opposition qui se sont prononcés. Le MPS s'est prononcé sur la question. J'ai pu lire une déclaration qu'ils ont publiée sur la page Facebook du parti, où ils appelaient plutôt le gouvernement au lieu de penser à augmenter le salaire de façon ponctuelle, de penser à l'augmenter fréquemment pour améliorer le niveau de vie des Béninois. Mais bon, je pense que le jeu politique... Et les FCBE?
Les FCBE, je n'ai pas vraiment souvenance. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait, mais je n'ai pas vraiment souvenance s'ils l'ont fait ou pas. Je n'ai pas vraiment souvenance. Pareil pour les démocrates, je n'ai pas vraiment souvenance. Il faudra peut-être qu'on cherche à s'informer ou à se documenter un peu pour voir s'ils ont dit quelque chose. Mais ce que j'allais dire, c'est que le jeu politique aujourd'hui, ou plutôt le jeu politique dans notre pays aujourd'hui, fait que très peu, ou plutôt les leaders politiques de l'opposition ont du mal de plus en plus à se prononcer sur les questions qui intéressent les Béninois. Les Béninois les attendent, mais ils ne s'expriment pas véritablement. Ils ne sont pas véritablement aux côtés des Béninois sur les questions qui les intéressent. Ou cette question de la revalorisation, il a fallu des mois après pour que ces partis-là se lèvent pour se prononcer. Et pourtant, une annonce a été faite. Le gouvernement a donné son chronogramme pour respecter cette annonce qui a été faite. C'est vrai, nous sommes en novembre, ce n'est pas encore fait. Le porte-parole du gouvernement s'est expliqué là-dessus. On va espérer que dans les jours prochains, que cela se fasse, mais c'est que notre opposition au Bénin, elle est encore amorphe, que ce soit FCBE, MPL ou les démocrates, ils sont encore amorphes, ils sont pas encore présents. C'est peut-être à travers ces législatives qui pourront peut-être asseoir les bases désormais de leur combat, parce que ils espèrent tous aller à l'Assemblée nationale, et c'est peut-être de là-bas qu'ils vont mener le combat qu'il faut aux côtés des populations. Alors, j'allais vous demander, Ulvaïus Balogun, mais si vous ne défendez pas la cause des populations, celle-là que vous êtes censé aller représenter à l'Assemblée nationale, mais alors comment pensez-vous que ces populations puissent voter pour vous et vous envoyer à l'Assemblée nationale? Pour moi, c'est quand même ça sort de l'ordinaire, c'est à côté là. Oui, ça pourrait sortir de l'ordinaire, mais c'est que nous sommes un pays qui évolue, nous sommes une population qui évolue souvent au gré des émotions. Le peuple béninois agit encore par émotion. Et ces législatives qui arrivent, on n'attend pas forcément des partis politiques qui défendent ce que vivent les populations, qui soient les porte-voix des populations. On n'attend pas forcément cela d'eux. On attend qu'ils viennent avec un discours pour dire le chef de l'État, durant tout son mandat, n'a pas fait ceci, et donc pour ça, il faut le sanctionner. C'est ce que la plupart des populations attendent. Quand les gens s'expriment aujourd'hui et qu'ils parlent, vous les écoutez, on table très peu sur ce qu'on attend vraiment. C'est ce qui a été fait, on voit ce qui a été fait, on se dit, ce qui a été fait, est-ce que ça m'avantage ou pas? Si ça ne m'avantage pas, bon, donc je ne soutiens pas l'action du gouvernement. Si ça m'avantage, bon, je ferme les yeux et puis je fais avec. Et c'est ce combat, ou malheureusement, c'est toujours ce combat que les partis politiques ont mené. Vous verrez, durant la campagne, qui aura lieu dans quelques jours, vous verrez ces partis quand ils vont sortir. Le discours sera, pendant longtemps vous avez été lésés, pendant longtemps la démocratie a été bafouée, ceci, cela. Ce sera le discours qui sera mis devant. Parce qu'ils savent que les populations, c'est sur la base de ce discours-là que les populations font des votes sanctions ou pas. Oui, Peggy, vous savez, je partage en partie l'opinion de Misavi et Ulvaïus Balogun parce que au sujet, bien sûr, de l'opinion de l'opposant sur la chose concernant la vie du Béninois, sa vie quotidienne. Et je le constate que je fais est que notre pays, le Bénin, est un pays particulier parce que on ramène tout à la politique, on oublie ce qui est l'essentiel. La politique ne nourrit pas l'homme véritablement. Mais malheureusement, on a des salaires politiques aujourd'hui qui dépassent largement le salaire d'un homme qui est cadre, qui est un fonctionnaire rompu à la tâche, quelqu'un qui a eu du mérite durant tout son parcours. Vous verrez qu'il est très mal payé comparativement à quelqu'un qui sort de nulle part, peut-être qu'il n'a même pas de un bon niveau intellectuel, mais banf, on lui donne un salaire politique mirobolant, si bien qu'il vient narguer celui qui a perdu son temps à étudier sur 15-20 ans pour faire des études de haut niveau. Donc c'est frustrant. À côté de cela, la population elle-même, elle est tellement politique que je me pose des questions par moment. Vous verrez un paysan, peut-être qu'il ne trouve même pas à manger, mais dès qu'il sort de son champ, il rentre à la maison, il va demander à savoir qu'est-ce que le président de la République a dit, qu'est-ce que le ministre a dit, qu'est-ce que tel député a fait. Il a appris que le député est rentré, il a donné de l'argent. Donc, on se résume plutôt à la politique et à l'argent. Donc, c'est quand même le malade qui s'ignore. Le malade qui s'ignore. Et tel que on va continuer, tant qu'on va continuer à réfléchir et à fonctionner de cette façon, les hommes politiques vont toujours nous tourner en bourrique épaisse.
ils vont nous tourner dans la farine. Ils viendront à la veille des élections, des scrutins pour dire, vous cachez dans le sens des poils, vous êtes nos priorités. Tant que vous n'avez pas de route, vous n'avez pas de l'éclairage, de l'électricité, vous n'avez pas de l'eau courante, nous on n'est pas à l'aise, alors qu'ils dorment paisiblement dans leur maison. Je me rappelle avoir lu un discours de l'actuel chef de l'État, chef de la transition au Burkina, le jeune Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim Traoré, qui est allé au front et qui a constaté que d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes retrouvés aujourd'hui à Parakou pour pouvoir faire des échanges avec les journalistes. Il a constaté que la consolidation de la paix, c'est un processus. Ce sont des minorités qui se sont senties brimées, réprimées, fragilisées, qui, à un moment donné, se révoltent pour aller vers le terrorisme. Et c'est ça, c'est le cas peut-être au Mali, au Burkina et même au Bénin ici. Ce sont des gens qui n'ont jamais été considérés comme des citoyens à part entière, qui à un moment donné se révoltent parce qu'ils ont accumulé des frustrations et ils vont terroriser. Donc, il faut que nous-mêmes là, quand on se prenne au sérieux, qu'on se dise, moi je mange à la maison à Cotonou, j'ai une belle villa à Calavi, j'ai de l'eau courante, j'ai l'électricité, mais celui qui est à Materi, celui qui est dans un village de Manta, celui qui est à Tukuntuna, qui n'a pas l'électricité, qui n'a pas l'eau, qui n'a pas accès aux soins hospitaliers quand il tombe malade là, il vit comment? Ça nous préoccupe pas. Ça nous préoccupe pas. Et le capitaine Traoré disait, on fait la bombance tous les jours à Baga. On boit, on mange, on prend du champagne, on se gaspille même l'eau. Alors que le compatriote, le citoyen, le frère qui est dans un village de Falaguntou manque d'un bidon d'eau. Et il fait 15-20 km pour avoir un bidon d'eau de 25 litres. Il va rentrer comment? Alors qu'il n'y a même pas de véhicule, il n'y a rien, c'est un petit vélo fatigué qui va trimballer. C'est révoltant, c'est pas bien. Donc on doit travailler à oublier un peu la politique. Cette affaire-là ne date pas d'aujourd'hui. Ce comportement que nous avons, ça date des lustres. Vous voyez un simple citoyen, prenez le quotidien, les journaux béninois. Ils sont l'image de la société béninoise. C'est justement ce que j'allais dire. Quand vous prenez la manchette, c'est vous les hommes des médias, c'est vous les médias qui amenez, en fait. Non, les médias sont l'émanation de l'aspiration de la population. Vous prenez un journal qui ne fait pas une manchette politique, il vendra rien. Personne ne passera à acheter ce journal. Mais pourquoi les organes de presse eux-mêmes ne tentent pas de différer la chose? La nation ne fait pas de la politique tout le temps. La nation, quand même, c'est le quotidien national, le quotidien public, et qui a beaucoup d'abonnés, plus d'abonnés que tous les autres quotidiens. Mais demander au matinal de faire une manchette purement sociale, et aller demander, au commercial, directeur commercial, le point de vente de cette journée, de cette parution. Il vous dira que c'est catastrophique. C'est la recherche du gain. La recherche du gain. Le privé a le droit de chercher l'argent. Parce que il y a des charges qu'il doit supporter à la fin du mois. Mais on ne doit pas continuer à fonctionner comme cela. Moi, j'ai eu la chance de quitter, de vivre ailleurs, de faire le Burkina, de faire d'autres pays. La manchette, par exemple, du quotidien national burkinabé, ce n'est pas de la politique tous les jours. On fait des dossiers en société, des dossiers en culture, des dossiers en sport, en manquant manchette. Et ça vend, ça s'achète comme du petit pain. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, on a un travail à faire sur le mental des Béninois. C'est pas politique pour politique. Parce que nos politiques là, vous voyez, on a parlé tout à l'heure des partis d'opposition qui n'ont pas opiné sur la vie, le quotidien des Béninois, parce que ils sont pas habitués à cela. Ils sont pas habitués à cela. Le discours que le peuple béninois attend est que, Éric Rouneté sorte pour insulter le président, pour critiquer vêtement le président, que Tébé se lève pour critiquer le président, s'il ne va pas dans cette position, donc il n'est pas opposant. Que Rompuy aussi le fasse. Que Rompuy le fasse, sinon il n'est pas opposant. Donc l'opposant pour eux, c'est celui qui est toujours dans la fronde vis-à-vis du pouvoir en place. Mais si c'est comme cela, on ne peut pas avancer. On n'aura pas de résultat. Monsieur Balogun, oui, votre avis sur la problématique? Non, je suis tout à fait d'accord avec le développement de Romuald. Tout à fait d'accord. En fait, nous sommes la société... Vous commencez à être d'accord sur ce plateau. Non, l'analyse montre que notre société est une société qui attend des leaders politiques qui critiquent. Les leaders politiques de l'opposition notamment, qui critiquent ce que fait le gouvernement. C'est-à-dire que tu peux pas être opposant au Bénin et dire que le gouvernement a bien fait ceci. Alors que, en réalité, être opposant, c'est vivre le quotidien des Béninois, partager ce que vivent les Béninois. Et il a si bien dit, le Béninois du nord au sud doit se sentir impliqué, doit se sentir défendu par ces partis politiques-là. Et
les défendre, c'est leur donner de l'eau, travailler à leur donner de l'eau, travailler à leur donner de l'électricité, peu importe là où ils se trouvent sur le territoire national. Ce travail-là, certes, le gouvernement fait des efforts, mais l'opposition a l'obligation de suivre le gouvernement dans ce qu'il fait pour pouvoir lui dire, vous avez donné l'eau à Parakou, mais pourquoi est-ce qu'à 100 km de Parakou, il n'y a pas l'eau? Et c'est cette question-là, sur cette question-là, que l'opposition devrait être attendue et travailler à ce que le gouvernement puisse l'écouter et donner l'eau à ces populations-là, de sorte à ce que plus les populations se sentent intégrées, mieux on va éviter ces questions d'extrémisme violent, ces questions de terrorisme qui ébranlent aujourd'hui la sous-région. Et sur la question aussi, puisque vous faites bien de le soulever, on n'a pas beaucoup entendu l'opposition. C'est vrai que j'ai lu, certaines déclarations du Parti Les Démocrates, mais FCBE, MPL et même les partis de la mouvance ne se sont pas vraiment, rués sur la question, histoire de faire des propositions concrètes. Oui, malheureusement, maintenant, c'est-à-dire que la question du terrorisme chez nous, on la manipule encore avec beaucoup de pincettes. C'est un sujet elle n'est pas encore maîtrisée. Est-ce que c'est maîtrisé? On n'aime pas trop en parler. Parce qu'on sait que quand on dit qu'un pays est sous menace terroriste, automatiquement les partenaires fuient ce pays-là. C'est un pays à risque. Totalement, c'est un pays à risque. Et il faut éviter que notre pays soit un pays à risque, surtout quand on est un pays qu'on est en train de travailler à développer. Il faut éviter que on puisse commencer à mal parler de ce pays. Et du coup, je pense peut-être que les hommes politiques aussi ont compris que ce n'est pas bien qu'on parle de notre pays à travers ces actes terroristes qu'il y a eu à quelques endroits du pays, dans le nord du pays. L'idéal, c'est d'en parler. Nous, on joue notre rôle en tant que journalistes en parlant de ces attaques terroristes, mais le gouvernement est dans son rôle de vouloir maîtriser l'information autour de ces questions, de ces attaques terroristes. Et il est vrai que l'opposition a comme une obligation de se poser des questions, d'interpeller même le gouvernement pour que le gouvernement puisse déployer plus de moyens, faire même des propositions pour maîtriser la situation. Malheureusement, on n'a pas assisté à ça. Ils sont tous restés silencieux sur la question. On ne sait pas pourquoi. Combien de ça? Vous savez, je l'ai dit tantôt, nos opposants ne sont forts qu'à la veille des élections. Là, il n'y a pas que les opposants. Il y a aussi les partis politiques de la mouvance. Les partis politiques de la majorité, moi, je les condamne pas trop parce que ils suivent son la logique, on a la droite ligne du pouvoir, donc la droite ligne d'action du pouvoir. Mais donc, ils suivent le pouvoir fait déjà des actions pour contrer les djihadistes. Mais il revient à l'opposition de réveiller le pouvoir public, le pouvoir politique pour dire, ah oui, c'est bien, il faut des efforts, mais ici, il y a quelque chose qui va pas. On peut mieux faire. Et voici la proposition que nous faisons. Vous verrez aucune proposition. Vous avez vu le sujet du terrorisme, c'est sensible, on dit c'est sensible. Donc personne n'y touche. On dirait que on dirait que les deux camps se sont entendus pour ne pas en parler. Mais c'est dramatique. Parce que on a des compatriotes qui sont pris en deux feux et on ne veut pas en parler. Pourquoi? Ils ne sont pas béninois. Ceux qui sont morts au front, les policiers, Moncé, tout ça, qui ont été tués, ils ne sont pas béninois. Les militaires qui sont morts au front ne sont pas des béninois. On doit en parler, on doit pouvoir réfléchir ensemble pour trouver des voies et moyens de solutions. Comment contrer ce fléau? C'est un fléau. Parce que personne n'a importé le terrorisme au Bénin. On ne sommes pas allés chercher les djihadistes pour venir opérer au Bénin. Cela nous est tombé dessus, donc on doit réfléchir ensemble. Que ce soit de l'opposition, de la majorité présidentielle, on doit pouvoir dire, ah oui, ça c'est un problème qui nous concerne, c'est notre cause commune. Comment faire pour remédier à cela? C'est ça doit être notre préoccupation. Mais vous verrez avec désolation que ça n'a jamais préoccupé nos hommes politiques. C'est l'intérêt particulier qui a toujours été, le souci quotidien de l'homme politique béninois. Son intérêt particulier. Si son voisin mange, il s'en fout, mais il sait qu'à la veille des élections, il va lui jeter quelques miettes de pain avec une sucrerie, une canette de sucrerie, c'est fini. Et il va s'attendre qu'il aille voter rapidement pour que lui se retrouve au Parlement, ou bien qu'il soit nommé ministre, ou bien qu'il se retrouve dans une institution internationale. Paf, il a déjà fini avec lui. Mais on ne peut pas continuer à vivre comme cela et être heureux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, les questions de terrorisme, questions de développement économique, questions de développement social, développement culturel, sportif, ça doit concerner tout le monde. Je n'entends pas que Éric Rouleté vienne parler de la mauvaise gouvernance du gouvernement Talon pour dire on fait beaucoup de prêts, beaucoup d'emprunts obligataires. C'est bien de le faire, mais c'est insuffisant. Paul Rouper, je n'ai jamais entendu parler de la mauvaise posture dans laquelle se trouve le sport béninois. Je n'ai jamais entendu Monsieur Tébé parler de la culture béninoise qui est aujourd'hui mal en point. Ceux-là, ils sont pas du Bénin. Ceux qui sont acteurs dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, ils sont pas du Bénin. Ils sont pas béninois.
C'est ça le développement d'un pays. La société, ça nous concerne. On doit toucher tous les domaines quand on est en politique. Puisque le pouvoir fait que c'est l'homme politique qui détient tous les leviers financiers. Et c'est sur la base des finances qu'on arrive à impulser un développement. Mais ceux-là que vous pourfondez, ils pourront vous répondre, c'est pas nous qui sommes à l'exécutif. Non, on n'a pas besoin d'être à l'exécutif pour faire des propositions. Même nous, en tant que journalistes, il arrive qu'on fasse des propositions à l'endroit des... On fait des propositions, mais le pouvoir en place, il est libre de prendre vos propositions en compte ou de ne pas les faire, de ne pas les prendre en compte. On aura le mérite de l'avoir fait. Rester silencieux, c'est ça qui est condamnable. Quand on est acteur politique et donc on aspire à la gestion de la chose publique, on a l'obligation de défendre les populations. Et donc quand ça ne va pas, de pouvoir prendre la parole et de dire ça ne va pas, voici ce que nous proposons pour que ça aille mieux. Et maintenant, quitte au gouvernement de ne pas prendre en compte ce que vous avez dit. Mais vous auriez le mérite de l'avoir dit, d'avoir proposé, de ne pas être resté silencieux. Et ça seul, ça suffit. Parce qu'en son temps, vous pourriez dire, nous avions proposé en son temps. Le gouvernement n'a pas suivi, mais nous avions proposé. Ça seul suffit déjà pour un parti politique. L'animation de la vie politique. Mais si vous proposez chaque fois et qu'on en tient pas compte, et c'est comme si, bon, c'est de l'eau versée sur le dos du canard. Est-ce que vous allez être toujours encouragé à le faire? Il faut toujours proposer. Il faut toujours proposer. C'est comme qui dirait, il ne faut pas se lasser de faire des propositions. Le développement de notre pays nous concerne tous. Si, de ma petite position, je peux dire, voici comment est-ce que je vois, j'analyse la chose, voici comment est-ce que je pense qu'on pourrait gérer telle situation et que je propose. Même si on ne m'écoute pas, je continue de le faire. Quand le gouvernement, dans sa marche, va constater qu'il se heurte de plus en plus à des difficultés, à un moment donné, ils vont s'asseoir et dire, c'est d'ailleurs ça qui explique les dialogues politiques, parce que le gouvernement se rend compte qu'à un moment donné, il ne peut plus avancer parce qu'il n'a pas de solution. Il n'y en a pas beaucoup chez nous, les dialogues politiques. Oui, il n'y en a pas beaucoup, donc ça c'est une marque de gestion aussi. C'est une marque de gestion, vous êtes d'accord? Vous savez, vous constatez avec nous qu'en 7 ans de gouvernement de Patrice Talon, il n'y a eu qu'un seul dialogue politique qui n'était même pas véritablement complet parce que toutes les parties prenantes n'étaient pas à la table du dialogue politique. Les vrais concernés. Pas les vrais concernés, mais je dis toutes les parties parce qu'il y a une partie s'était retrouvée un peu écartée. Donc c'est une façon de dire se retrouver pour échanger sur un sujet n'a jamais été une faiblesse. Ça, c'est une invite à l'endroit du gouvernement. Ça n'a jamais été une faiblesse. Vous avez dit tout à l'heure que, est-ce qu'on n'est pas fatigué de faire tout le temps des propositions? Est-ce qu'on se lâche de faire du bien? Quelqu'un qui fait du bien, il peut s'en lasser? Il peut être fatigué de faire du bien? Ah, si le bien ne lui a pas retourné? On n'a pas besoin de retour. Ah, c'est vous qui le dites. Quand vous investissez. Quand vous faites du bien. Vous attendez un retour sur investissement. Quand vous faites du bien, c'est-à-dire, en termes de solutions, en termes de propositions, ça ne vous coûte rien. De parler, de faire des propositions, de critiquer, d'avancer. Parce que vous le faites pas pour vous, mais vous le faites pour votre nation. Si vous avez votre pays. Mais donc quelqu'un qui est dans une position, qui aspire à gérer la chose publique, il doit jamais se lasser de faire des propositions. Quoique celui qui est aujourd'hui à la tête du pays, donc qui préside aux destinées du pays, ne coûte pas ou bien. Vous pensez que Patrice Talon est si sous qui ne veut pas écouter ce que les opposants proposent? Il donne l'impression de foncer. C'est faux, bien au contraire. Bien au contraire. Il va puiser dans tout ce qu'il propose. Et lui, il avance avec à sa manière. Évidemment. C'est comme cela. Donc, on ne peut pas dire, bon, on est fatigué, on a déjà proposé une fois, deux fois, il n'a pas réagi. Patrice, on n'a pas besoin de venir s'asseoir face à la caméra, donc pour dire, l'opposition a proposé, oui, je suis d'accord. Désormais, non, on ne peut pas dire ça. Un chef, c'est un chef. On le constate dans les actes. On va constater qu'il a pris telle chose qu'il a proposé lui-même, tel venant de tel, mais qui ne porte pas non de façon anonyme, il va l'utiliser autrement. Et donc, il va appliquer, il a son projet, son programme d'action de gouvernement. Donc, il va foncer à sa manière et tout en améliorant petit à petit. Vous voyez qu'il revient sur certaines choses qu'ils avaient déjà faites, non? Il faut plein de choses. Donc, on peut pas leur dire, ils font cette base, il y a rien de faux. C'est pas bien. Donc, il faut pas se lasser de faire des propositions quand on est opposant. J'espère simplement qu'ils vous écoutent, parce que je sais qu'ils suivent cette émission autant qu'ils sont. Alors, on va revenir maintenant à l'essentiel de cette émission. La grande question, c'est quel sera l'impact de la participation des démocrates, le parti, sur ces élections-là? Est-ce que vous les voyez à l'arrivée? Est-ce que vous les voyez face
parti comme l'Union progressiste, le Renouveau, face à un parti comme le Bloc républicain qui assure et promet, monts et ciels à l'occasion de ces élections. Les autres partis aussi étant quand même un parti, on va dire, de l'opposition réelle. Vous savez, au lendemain de l'application des listes, donc des candidats, ça fait 218 candidats par parti. Il y a eu des remous, même si certains remous ont été rapidement étouffés, parce que certains n'ont pas vu leur nom sur la liste. Donc on a essayé de les contenir pour qu'ils ne se révoltent pas contre leur propre parti. Ce qui est sûr, les démocrates n'étaient pas attendus à ce niveau. Donc ça, il y a l'effet de surprise. Et donc si je prends à tout hasard le parti le plus populaire, le plus majoritaire, l'UPR, qui certainement se mettait déjà en tête, on va faire dans la zone de la 6e circonscription, Calavi, soit avoir il y a 8 sièges en compétition, en jeu, on va rafler les 8. Désormais, ils vont revoir à la baisse leurs ambitions. Ils vont compter avec les démocrates. Les démocrates, que l'on veut ou non, c'est un parti populaire. Mais on ne connaît pas le fief, les démocrates. C'est un parti national. C'est un parti national, je vous le rappelle. D'accord. Autant que les autres partis. Pourquoi vous le dites? Mais ils ont des militants dans tous les 12 départements du Bénin. On ne les a pas encore vus, ces militants. Ah, mais ils n'ont jamais participé à une élection. Nous les suivons au moins sur les réseaux sociaux, dans les médias. Réaction au nord, réaction au sud, au centre, à l'est, à l'ouest. Donc, c'est pourquoi c'est un parti national. Ils ont beaucoup de militants. Autant que l'UPR, autant que le Bloc républicain. Donc, tous ces partis qui sont supposés être grands partis vont revoir à la baisse leurs ambitions. Ça, c'est une évidence. Même s'ils ne le disent pas ouvertement, comme je le dis ici à l'antenne. Ils vont revoir à la baisse. Ça chauffe. Ça va chauffer. Parce que il y a la guerre entre les deux frères jumeaux, UPR et BR, ils s'entendent pas. Donc, ils pensaient qu'ils allaient se partager le gâteau seul. Voilà qu'il y a un troisième larron qui vient s'ajouter, sans compter les partis satellites. Vous ne donnez pas cher de ces partis-là? Pas grand chose, disons la vérité. Il faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer, non. Ils ont quels militants? Disons la vérité. Ils ont qui et qui? Ils peuvent doiter qui pour dire celui-là militant ferme, militant sûr, et il votera tel. Non, je n'en connais pas. Mais c'est des partis en devenir. Mais on en a besoin. Non, Bénin, c'est quand même mouiller le maillot. Ces genres de partis existent dans tous les pays du monde. Nous ne sommes pas, c'est pas un phénomène nouveau qui existe au Bénin. Les partis satellites autour d'un pouvoir ou bien autour de l'opposition, mais autour d'un idéal existent aux États-Unis. Ça existe. Aux États-Unis, il n'y a pas que les démocrates et les républicains. Il y a plusieurs partis. Et tous ces partis vont à l'élection présidentielle, au scrutin sénatorial, le scrutin des parlementaires qu'ils ont fait la dernière fois. Donc, tous ces partis participent aux élections. Mais on les entend jamais. On les entend jamais parce que ce sont des partis qui gravitent autour, ce sont des partis, ils sont des petits partis, des micro-partis qui apportent juste une petite contribution pour exister encore. Donc, on mise sur les grands. Nous, pour le moment, moi, je compte sur les 7 qui sont en liste là, je ne compte que sur 3 partis. Et vous verrez que, au soir du 8 janvier, ça va se partager entre les 3 partis là. UPR, BR et les démocrates. C'est votre avis? Je n'aimerais pas être aussi péremptoire que mon cher ami sur les partis qui vont tirer leur épingle du jeu, mais il est clair que l'enjeu de ces législatives, c'est un gros enjeu pour les différents partis en lice pour ces législatives. Les partis du pouvoir auront fort à jouer pour maintenir leur assise, parce que les législatives passées, ils étaient seuls à contenir le jeu politique. Maintenant, le jeu politique est ouvert à d'autres partis, aussi bien de la mouvance, comme le disait Romuald, les partis satellites, et désormais aux partis de l'opposition. Et du coup, les partis de l'opposition ont approuvé qu'ils existent sur le terrain, qu'ils sont capables d'avoir des élus à l'Assemblée. Et ce qui est encore un gros enjeu, c'est qu'il faut avoir au moins 10%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces partis-là, ils ont beau. Oui, on va en parler. Ok. On va en parler parce que c'est un gros point. Ok, d'accord. Donc, c'est dire que l'enjeu est de taille pour les différents partis en liste. Je ne serais, contrairement à Romuald, je ne pourrais prédire les partis qui pourraient aller à l'Assemblée, mais je sais que on aura beaucoup de choses à voir au soir du 8 janvier prochain. Non, mais pourquoi vous avez peur? Faites le pas. Allez-y, dites-nous, vos prévisions. Non, je n'ai pas de prévision parce que le jeu est ouvert. Le jeu est ouvert aujourd'hui aussi bien aux différents partis de la mouvance qu'aux partis de l'opposition. Du coup, celui qui, par le passé, a pu s'identifier comme étant un parti comme un militant
de la mouvance peut aujourd'hui décider de changer de bord. Si, parce que c'est les législatives et il faut pas oublier que là encore, on vote aussi par affinité. Si je suis proche par le passé parce que un parent n'était pas en lice et que désormais le parent est en lice et que le parent est de l'opposition, forcément, je vais pencher pour ce parent-là que voter pour quelqu'un qui est très loin de moi, que je ne maîtrise pas et qui serait de la mouvance. Donc, le jeu est tellement ouvert aujourd'hui que qu'il me serait difficile, en tout cas, de dire les partis qui arriveront à s'en sortir. Mais votre vis-à-vis dit que les FCBE seront absents au niveau du Parlement. C'est possible. On ne saurait le dire pour le moment. Il fuit toujours. Parlons maintenant de la règle des 10%, Romuald Vissor. Est-ce que c'est ce parti qui, pour vous, compte tellement à vos yeux, pourra faire ou franchir le Rubicon des 10%? Je suis un observateur de la chose politique et je lis. Oui, à travers vos analyses. Je lis ce qui se passe dans le pays. On comprend que j'écoute les réactions. Les démocrates, pour vous, ont quand même du poids. Ils ont du poids, vu ce que ils font sur l'ensemble du territoire national. À un moment donné, moi, je prenais pas au sérieux ce parti. Mais quand je commence à lire des réactions venant du Nord, venant de Mono, venant de Lomé, venant du Borgou, venant d'un peu partout, d'Abomey un peu, j'ai dit, mais là, ce parti commence pas à avoir de l'étoffe. Donc, on peut les prendre au sérieux. Ils ont raté le coche en 2019. Après, ils ont raté le coche à la présidentielle. Et les voilà maintenant. Ils sont en lice. Sinon, le parti disparaîtrait si il n'allait pas au scrutin du 8 janvier 2023. Ce serait la 3e échéance. Donc, il y a une chance pour ce parti d'aller à l'élection, aux élections législatives. Donc, si je reviens à votre question, l'épineuse question des 10%, moi, personnellement, j'aurais aimé qu'on ne touche pas à cette disposition. D'ailleurs, on ne doit pas modifier les lois du jeu, alors que le jeu ne vous en faites pas, nous sommes à côté d'un auditoire qui suit vraiment le match du Ghana et du Portugal, donc nous sommes dans cette ambiance-là. Allez-y. Donc on va pas changer la règle du jeu à quelques jours ou bien à quelques heures du lancement du kick-off, comme le disent les Britanniques. On va garder la règle des 10% parce que pour moi ça permet d'évaluer le niveau de popularité, le niveau d'existence vraiment des partis. De chaque parti politique. Si, aujourd'hui, incontestablement, le parti Union progressiste, le Renouveau, est reconnu comme parti national, autant que le Bloc républicain, autant que les FCBE, autant que l'UPR, autant que l'UDBN et encore la démocrate, on aura l'occasion de voir au soir du 8 janvier qui est vraiment populaire et qui a une assise nationale. C'est la règle des 10% là, c'est la règle des 10% qui montrera qui est puissant, qui est vraiment fort, qui est reconnu, qui a une assise dans Parakou, Djougou, Natitengu, Abomey, Boycon, Porte-Novo, et Sakété un peu partout. C'est là on va juger le niveau réel. Donc le taux de participation sera vraiment évocateur. Alors, cette règle de 10%, est-ce qu'elle vaut la peine encore de la maintenir? Absolument. Pourquoi est-ce qu'il faut s'en séparer? Ces règles a prévalu par le passé, il faut qu'elles continuent. On ne peut plus, en tout cas à l'heure actuelle, l'idéal, c'est de ne rien toucher. Sinon, on va se mettre dans un contentieux qui va encore nous emmener très loin. On garde la règle, les 10%. Mais elle peut empêcher l'expression de la volonté du peuple, puisque le peuple peut avoir, plus intérêt à ce que les partis que vous appelez par exemple satellites aillent à l'Assemblée nationale, mais à cause des 10%, ils ne pourront pas y aller. Mais non, les 10%, c'est plutôt l'objectif à atteindre, tout au moins, à minima. Il faut atteindre les 10% pour espérer avoir au moins un député à l'Assemblée. Donc, les partis savent aujourd'hui qu'ils ont à travailler pour atteindre au moins 10%. Parce que s'ils ont l'ambition de défendre les Béninois, c'est qu'ils doivent couvrir l'ensemble du territoire national. Et couvrir l'ensemble du territoire national, et c'est peut-être ça aussi qui a expliqué le récent communiqué du ministre de l'Intérieur, qui appelait les partis à ramener le siège nationaux. Exactement, parce que c'est à travers ces sièges départementaux dans les communes
communes et autres, que ces partis-là pourront montrer leur existence et donc travailler à ce que les Béninois, d'où qu'ils soient sur le territoire national, votent pour leur parti. Et les règles des 10%, je pense que c'est une règle très importante. Elle va nous permettre aujourd'hui d'éclaircir le paysage politique béninois, de savoir ceux qui ont une assise nationale tout à fait, et ceux qui ne l'ont pas. Et ceux qui ne l'ont pas. Et par ricochet, ceux qui ne l'ont pas vont simplement disparaître. Et les partis qui pourront, en tout cas, vont dépasser ces 10%-là, ces partis-là vont prétendre aujourd'hui dire, nous sommes contre une commune des Béninois, nous défendons les Béninois et par ricochet, ce sont des partis nationaux. Ça veut dire, en fait, faisons le constat que tous les partis politiques n'arrivent pas à animer leur siège. C'est une évidence. Départementaux, tout ça là. Donc ça veut dire que même les partis qu'on crédite d'être les partis nationaux n'arrivent pas encore. Ce sont des charges en réalité, vous savez. Quand vous ouvrez un bureau à Parakou, pour dire, donc le bureau de Borgou, vous ouvrez un bureau à Kandi pour dire c'est le bureau de la Liborie, un bureau à Djougou pour la Donga, un bureau à Tengu pour la Takwa, ce sont des charges. Il faut payer les charges, donc il y a les charges locatives, les charges de, d'animation, donc de fonctionnement. Il faut recruter au moins un secrétaire ou bien une secrétaire qui sera au moins une personne pour représenter, ou venir ouvrir le bureau et recueillir les avis des militants ou bien des sympathisants. Donc, ça fait des charges si le parti ne s'est pas constitué en un véritable parti où il faut se cotiser régulièrement pour avoir de l'argent disponible sur le compte des partis. Vous ne pouvez pas exister. Et sachant que le gouvernement octroie de l'argent à ces partis, le financement des partis. Justement, j'allais demander qu'est-ce qu'ils font de ce financement de l'État. Bon, je pense que il dépose un rapport sur la façon dont ces fonds ont été gérés. Oui, et c'est sur la base de ce rapport-là qu'on leur alloue encore le financement. Et donc, si les fonds ne sont pas justifiés, forcément, on va chercher à savoir. La Cour des comptes est là pour faire le travail qui est le sien. Mais ça veut dire quoi? Ils n'en reçoivent pas suffisamment pour que... Ils en reçoivent suffisamment, c'est parce alors, que... Et pourquoi ces sièges-là ne sont pas animés? Est-ce qu'on est habitué à cela? Vous avez le Bénin. C'est une exigence. Non, le Bénin, la loi a toujours existé, mais on est toujours passé à côté. Et on n'a pas cette planification dans nos habitudes, dans nos livres, dans nos habitudes. On n'est pas habitué à cela. Donc c'est une pratique, une nouvelle pratique pratiquement que je vais dire, c'est une nouvelle pratique à laquelle on va s'habituer petit à petit. Donc progressivement, on va comprendre que un parti ne doit pas rester tout le temps à Cotonou et donner des ordres. On reste à Cotonou, on donne le mot d'ordre et celui qui est à Tokuntona va s'exécuter. Non, on doit ramener le parti près de la population, près des citoyens, près des votants, près des mandants. Je ne vais pas rester ici et dire, moi je suis député de Parakou, alors que je connais personne à Parakou. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. On n'a eu pas le passé, voilà. Je ne vais pas être député des gens de Cotonou, alors que mon siège n'est pas à Cotonou. Merci, chers débatteurs. Nous clôturons ici le tout premier sujet. On va passer au deuxième. Laurent Métaillon, qui, ma foi, vient finalement de recouvrer sa liberté après 5 ans, on va dire, de détention. Déjà une affaire jugée par le tribunal de droit commun, mais qui a été reprise par la CRIET, l'autorité de la chose jugée. Pour nous qui avons fait le droit, on n'y a plus rien compris. Moi, je dirais, Métaillon, c'est un combattant. Laurent Métaillon, pour la petite histoire que je connais de nous, pendant la période révolutionnaire, c'était un monsieur qui était habitué à la prison Segbana, Bon, donc, c'est vrai que vivre une journée en prison, c'est pas une chose facile. Il vient de passer 5 ans de sa vie en prison. Il est sorti indemne à première vue, il est sorti indemne parce qu'il n'est pas sorti éclopé, il n'était pas malade. On a vu l'image de quelqu'un qui est bien en forme, donc quelqu'un qui est sain. On rend grâce à Dieu pour ça. Parce que ce monsieur doit avoir un mental d'acier. Un mental fort. Il doit avoir un mental très fort. Ce n'est pas facile de faire 5 ans en prison. Et aussitôt sorti, déjà même au portail de la prison, de faire une déclaration à la presse. Mais ça prouve qu'il a le syndicalisme dans le sang. C'est un syndicaliste né et il va mourir syndicaliste. Ce monsieur ira toujours franc. Je sais pas, je ne connais pas son agenda, je ne maîtrise rien de lui, mais je ne serais pas surpris de le voir en train de faire campagne dès demain pour un parti. Je ne connais pas son bord politique non plus. Mais ce monsieur, c'est un endurant, c'est un courageux. Et je sais pas, les mots pour le qualifier me manquent.
Vraiment. Oui. Elvaïus Balogun, Oui. rares personnalités sorties de prison ont pu se prononcer au micro, des caméras et des télévisions et autres. Absolument. Mais celui-ci, il l'a fait. Ouais. Métognon, il est d'un mental fort. Parce que déjà, être condamné, vous l'avez dit tantôt, après l'affaire reprise par la Criette pour la confirmation de la peine et accepter sa peine, la purger pendant 5 années et sortir, je pense que il lance un message fort, aussi bien, en tout cas à tous les Béninois, aussi bien aux hommes politiques qu'à ses amis syndicalistes, pour dire que quand vous défendez quelque chose, vous le défendez jusqu'au bout. Même si on vous condamne, dans ce que vous défendez, vous acceptez la condamnation, vous faites la peine que vous devez faire et vous sortez encore plus grand. C'est-à-dire que Laurent Métognon, en sortant de prison aujourd'hui, de mon point de vue, attire encore plus la sympathie des Béninois. Parce que il ne s'est pas résigné, il ne s'est pas plaint de sa peine. Il est allé en prison, il a purgé ses 5 ans, il est ressorti. Et mieux, il est ressorti en pleine forme. Il s'est exprimé devant les caméras, on l'a pu l'entendre, pu le voir également sur les réseaux sociaux. Il était en pleine forme, en tout cas en apparence, il était en pleine forme, il s'est bien exprimé. Et cela témoigne de ce que nous devons être capables aussi d'assumer nos actes. Quand nous posons des actes et qu'entre-temps la justice nous interpelle et nous condamne, nous devons être prêts à assumer nos actes et aller jusqu'au bout de nos actes et dire maintenant j'ai fini avec la justice, sans laver les mains et redevenir une autre personne. Il y a tout ce qu'on peut dire autour de l'affaire qu'il a amené à prison, mais il a accepté sa peine, il a purgé sa peine, il est ressorti comme un nouvel homme. Est-ce qu'il avait, le loisir de refuser? Il n'avait pas le loisir de refuser, mais on a pu voir dans ce pays des gens qui ont été condamnés et ou qui sont tombés malades et qui ont trouvé des prétextes pour disparaître après. Pour aller se faire soigner à l'extérieur. À l'extérieur. Alors, lui, il est resté. Et certainement, durant ces 5 ans, il est tombé malade. Parce que même nous sommes libres, mais il arrive que parfois la santé faille défaillance. Et lui, il est resté en prison pendant 5 ans. La santé a dû lui faire défaut à des moments donnés, mais il est resté combatif jusqu'au bout. Et ça, c'est un message fort, je pense, qu'il lance aux Béninois, qu'il lance aux hommes politiques aussi. Parce que la plupart du temps, ce sont les hommes politiques chez nous qui sont responsables des actes délictueux et qui refusent d'assumer les actes qu'ils posent. Et donc, c'est un message qu'il leur lance pour leur dire également, quand vous posez des actes et que la justice vous interpelle, vous devez être à même de répondre et de ne pas fuir, de ne pas chercher de faux prétextes, de faux fuyants pour éviter votre responsabilité, vous assumer jusqu'au bout. Et je pense que Laurent Métognon, mon cher ami l'a dit tantôt, Romuald l'a dit, Laurent Métognon sort plus ragaillardi et il ne serait pas impossible de le voir très bientôt militant. Ouais. Militant, il a toujours été. Déjà, dès son plus jeune âge, sur les bancs de l'université Mathilde, au cours d'une émission et tout. Aujourd'hui, le voilà qui sort et la CSTB, la centrale de laquelle sa fédération, relève, a organisé, une cérémonie pour lui rendre hommage en sa présence. Quelle image ou quelle lecture vous faites? Qui parle de Laurent Métognon, il est pratiquement le mentor de Kassa Mompo, le patron de la CSTB. Et donc, Kassa Mompo ne fait que rendre justice à Métognon. Il lui retourne la censure comme cela se doit. Il mérite qu'on lui étale, qu'on lui déroule le tapis rouge. Il le met parce qu'il a beaucoup apporté au syndicalisme béninois. Ce que Métognon a osé faire sous le régime précédent, on peut compter le nombre de personnes qui pouvaient oser parler au chef de l'État dans les règles là. Mais il le faisait avec Paul Issa Iko, père à l'âme de Azoua, Gaston Azoua. Voilà des gens qui étaient vraiment des révolutionnaires nés. Ils ne supportent pas l'iniquité, ils ne supportent pas l'injustice. Ils sont toujours dans la logique de la défense des droits des travailleurs. On ne doit pas léser le travailleur. Ils ne supportent pas ça. Et du pareil monsieur, il a dit, quand un événement heureux ou malheureux leur arrive, ils ont toujours du monde derrière eux. C'est ce que Kassa Mompo lui a prouvé aujourd'hui à travers cette cérémonie d'éloge, quoi.
Mais alors, cet acte-là de la CSTB vis-à-vis de celui-là qui sort de prison d'enfermement près de 5 ans, est-ce que cela ne donne pas une leçon? Est-ce que, je veux demander, si vous n'avez pas l'impression que, avant de lire quelqu'un à un poste de représentation, à un poste, on va dire, de président et autres, le critère de la persévérance et le critère de caractère teigneux ne devrait pas prédominer les autres? Mais c'est un critère qui doit prévaloir. Vous avez vu au Brésil ce qui s'est passé récemment. Bolsonaro ne voulait pas du tout accepter les résultats. Et il avait derrière lui son monde. Il avait toujours derrière lui ses militants, ses sympathisants. Mais il a réfléchi. Il dit, le Brésil n'est pas un pays, c'est un continent. Si je refuse de partir, je mettrai à feu et à sang ce pays. Autant partir. Comme il supporte pas Lula, il a dû inviter 2 jours plus tard, après la proclamation d'un résultat, donc, 2 jours après la proclamation d'un résultat, il a dû inviter au palais présidentiel le colistier Lula pour commencer par préparer la passation des charges. Dès le 1er janvier prochain, Lula reviendra président du Brésil. Le Brésil, c'est une confédération, donc c'est plus qu'un pays. Et quand je vois Lula, je dis, Lula, c'est peut-être Métoyon. Ce sont des syndicalistes. Et quand ils sont convaincus d'un idéal, plus rien ne peut les dérouter. Qui pouvait penser que Lula allait revenir si facilement au pouvoir? Après la façon dont il a été chassé. Emprisonné. Il a été humilié. Un président mis en prison, c'est pas en fait semblant, il n'était pas en résidence surveillée. Il a été condamné et envoyé en prison comme tout citoyen brésilien. Comme un vil individu. Un vil individu. Mais il s'est battu et il est sorti de prison et reprend au palais présidentiel. Je dis, c'est un syndicaliste au pair. Simplement. Simplement. Ténacité. Oui, il a été tenace jusqu'au bout. Et c'est un message fort. Ce message, en tout cas, je pense que c'est un message que c'est un parcours dont devraient s'inspirer beaucoup de personnes aujourd'hui. Avoir un idéal, défendre l'idéal jusqu'au bout, peu importe les situations dans lesquelles on peut se retrouver, défendre cet idéal et rester ferme jusqu'au bout, sans flancher, sans faillir. C'est ça qui a valu à Lula, comme le disait Romuald, c'est ça qui a valu à Lula de revenir au pouvoir aujourd'hui avec inimaginable tout cet engouement du peuple brésilien. On n'aurait jamais imaginé cela. Vu la façon dont il est parti, on n'aurait jamais pu imaginer qu'il allait revenir comme un roi. Et je le disais, Laurent Métoyon, on ne sait pas, dans les jours à venir, il pourrait même devenir chef de parti politique. J'allais finir par ce bout-là. Quel destin lui prévoyez-vous, lui prédisez-vous après juste cet épisode noir de sa vie? Oui, un épisode noir qui quand même l'a rehaussé. Parce que aujourd'hui, en sortant de prison, il donne l'air d'être un nouvel homme. Et l'avenir est encore plus grand devant lui si la santé y est. S'il a encore la santé et qu'il souhaite engager des combats, je pense qu'il pourrait aller très loin dans les combats qu'il pourrait engager. S'il décide aujourd'hui de porter un idéal, il aura derrière lui déjà les travailleurs qu'il a toujours défendus, il les aura derrière lui. La CSTB qui lui a rendu hommage, il les aura derrière lui. Et mieux, il aura beaucoup d'autres citoyens derrière lui parce que à travers lui, on voit un homme dont la probité ne fait plus l'objet d'aucune... Vous voyez, donc, du coup, aujourd'hui, s'il décide d'entrer en politique, par exemple, c'est un exemple que je donne, d'entrer en politique, il est clair qu'il aura du monde derrière lui et il pourrait aller même plus loin que ceux qu'on a vus pendant longtemps être des hommes politiques dans ce pays. Je ne sais pas si Laurent Métoyon fera comme Zidane en 98. Quand Zidane a gagné la Coupe du Monde pour la France en 98, la majorité des Français se sont levés pour lui demander d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais il a rien à la tête sur les épaules, il a dit, Chirac est là, j'ai pas besoin de prendre le fauteuil du président. Donc, Laurent Métoyon, comme vient de le dire mon cher ami Evalus Balogun, on ne peut pas prédire la chute. C'est un monsieur qui en réalité a fait 30 ans de carrière au ministère des Finances, qui jouissait de sa retraite paisiblement, quand ce malheur est venu frapper à sa porte. Mais il a eu le moral de fer, moral d'acier,
Et il a tenu bon durant 5 ans, il est sorti. Il est devenu un homme neuf. Et un homme neuf qui est leader. Ça, c'est important dans le jeu. Il est leader d'opinion. Est-ce que justement, vous ne voulez pas de fournir le carburant qu'il faut à ceux qui voudraient bien le voir diriger ce pays? Tout est possible. J'ai dit, il est leader. Et ça, là, ça pèse, ça va peser dans la balance. Il n'est pas un simple homme comme moi. Il n'est pas un individu, un vilain individu. Il est leader. Son nom pèse dans la balance. Donc, si Laurent Metayon sort et donne une consigne de vote quelque part, il sera suivi. Il est comme un imam, il est comme un chef religieux. Il est consultable. Il est consultable, voilà. Dans d'autres pays, on les appelle grands électeurs. Il fait partie des grands électeurs du Bénin. Laurent Metayon peut drainer une foule tout autour ou derrière lui. Alors, sur la question, est-ce que, comment dirais-je, il pourra faire facilement l'unanimité au sein de la classe politique si un grand parti en arrivait à lui faire la cour? Un homme qui fait facilement l'unanimité n'est pas un bon homme. Vous avez vu Jésus, est-ce qu'il a fait l'unanimité? Jamais. Donc c'est un homme, qu'après son avènement, voilà, on dit, nul n'est prophète chez soi. Donc il ne peut jamais faire l'unanimité. Ce qui est sûr, s'il défend un idéal, voilà, c'est un monsieur d'idéal. C'est un monsieur de conviction. Vous allez voir, si il fait, j'ai dit, je ne connais pas son agenda, je ne maîtrise rien de lui, je l'ai même pas vu. Moi, je suis à Parakou, il est sorti hier de prison, je suis à Parakou depuis hier. Donc, je le connais pas particulièrement non plus. Mais je dis, s'il s'engage, s'il décide de s'engager en politique, il fera feu. Ça, c'est clair. Il fera très mal à ceux qui sont déjà peut-être des apprentis politiques pour lui. Puisque quand vous voyez la classe politique aujourd'hui, ce sont des jeunes, ils sont tous des jeunes frères à Laurent Metayon. Laurent Metayon a affronté Mathieu Kérékou dans ce pays. Donc, je ne vois pas encore qui peut... Au plus fort temps de la révolution. Au plus fort temps de la révolution. Donc, s'il rentre en politique, il fera mal. On va finir cette émission par 2 minutes quand même sur ce qui nous rassemble ici à Parakou, la consolidation de la paix à l'approche des élections, en tout cas dans une zone qui est menacée. Chacun a 1 minute pour opiner sur la question. Vous savez, la paix n'est pas un vain mot. On dit qui prépare la paix prépare la guerre. Et ici, nous sommes réunis en tant que journalistes pour aiguiller et pour sensibiliser un peu les journalistes sur leurs devoirs. On a des journalistes de télévision, des journalistes de web TV et de presse en ligne. Chaque journaliste a un devoir vis-à-vis de sa communauté, vis-à-vis du Bénin. On a l'obligation de révéler les minorités. On a l'obligation de taire les frustrations, d'effacer les frustrations à travers nos écrits, à travers nos reportages. C'est notre devoir. Parce que ce sont les frustrations, c'est l'accumulation des frustrations qui nous conduit à la guerre. Et que si ce n'est pas la guerre, ça va nous conduire au terrorisme. Ça va nous conduire à la violence tout court. Donc faisons un effort pour travailler à amener un père de famille qui gronde tout le temps son enfant à la maison, un enseignant qui insulte un enfant, qui l'humilie, à arrêter ces comportements-là parce que c'est avilissant. Et c'est ça qui conduit un enfant à des travers. Merci beaucoup. Tout à fait d'accord avec vous. Oui, tout à fait pour dire que la discrimination, les insultes, le fait de se sentir rejeté, ce sont ces mots-là qui poussent les gens à se rebeller. Et on doit travailler à éliminer autant que faire se peut ces mots-là. Et notre responsabilité est engagée, nous, en tant que journalistes. Et cette formation que nous suivons à Parakou nous rappelle ces notions-là. Qu'au-delà du fait que nous informons, que nous aimons informer sur la politique, qu'il n'y a pas que la politique, il y a également les populations, les questions qui touchent les populations. Celui qui n'a pas l'eau, aujourd'hui, peut se sentir lésé par rapport à celui qui a l'eau. Et dire, parce que je n'ai pas l'eau, je me révolte. Et si je me révolte, je me lance dans la violence, je commence à attaquer les gens. Et donc, notre responsabilité, c'est d'interpeller les gouvernants pour dire qu'aujourd'hui, vous avez donné l'eau à certaines personnes, il y en a qui en ont pas encore. Pensez à ces gens-là, ne les excluez pas parce que nous sommes un. J'ai eu la chance récemment d'aller au Burkina, il y a à peine 1 semaine de revenir du Burkina, et j'ai pu voir que ce pays, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce que ce pays traverse, c'est un peuple résilient. C'est-à-dire qu'ils traversent beaucoup de choses, ils ont encore des zones qu'ils n'arrivent pas à contrôler, mais quand vous discutez avec les Burkinabés, vous vous rendez compte qu'ils sont conscients de l'enjeu que traverse leur pays, mais qui sont résilients et qui sont résistants face à cette menace-là. Et c'est à ça également qu'on devrait appeler les nôtres, travailler nous en tant que journalistes à éviter qu'on tombe dans les conflits, dans la violence. Merci à vous, Ulvaïus
Balogun, vous êtes journaliste à la télévision nationale et analyste politique. Vous étiez dans cette émission avec Romuald Vissor, journaliste, formateur au cours, bien évidemment, de cette formation. Et puis, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci à vous d'être venu sur Point 7, faire le point de cette semaine, de ces 7 jours, sur Diaspora FM. Merci d'avoir été avec nous. Le Point 7. Le Point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pied.